Bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Manuela Kamsu. Aujourd'hui, nous allons parler de la consultation médicale et plus précisément du déroulement d'une consultation médicale. Je pense que la plupart d'entre nous avons été confrontés à une consultation médicale, que ce soit dans le cadre d'un cabinet, en ville ou à l'hôpital, dans une clinique, dans un dispensaire, dans une maison de santé. Mon objectif ici va être d'expliquer en fait le déroulement, de dire les questions qui peuvent vous être posées et surtout de dire pourquoi on vous pose ces questions afin que vous soyez plus à même d'y répondre. L'objectif final va donc être de mieux vous prendre en charge et de mieux vous aider, de faciliter le diagnostic médical avec votre participation. La consultation médicale va avoir deux principales parties. Je verrai si je ne vais pas faire deux vidéos parce que j'ai l'impression que ça va être un peu long. La première partie va être sur le questionnaire médical. Donc, c'est tout l'ensemble des questions que le médecin pourra vous poser. Et la deuxième partie, ce sera sur l'examen médical. En ce qui concerne le questionnaire médical, nous avons plusieurs étapes dans le questionnaire médical. La première étape, ça va être en fait de vous demander votre nom, prénom, âge, taille, voilà. Donc, nom, prénom, âge surtout en fait. La taille, ce sera peut-être un peu après. Tout ça parce que c'est l'administration, c'est comme ça. Et aussi parce que votre âge peut vous mettre dans une population à risque. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes en fait qui développent plus de maladies quand ils sont jeunes, ou plus d'autres maladies quand ils sont plus âgés, etc. Donc votre âge va vraiment être déterminant dans votre diagnostic. Dans un deuxième temps de ce questionnaire, on va vous poser la question sur votre couverture maladie. Est-ce que vous êtes sous le régime de la sécurité sociale? Est-ce que vous avez une mutuelle? Est-ce que vous avez une assurance privée? Donc bien sûr, tout cela dépend du pays où vous êtes. La réponse en fait à cette question, c'est pour assurer en tout au moins la couverture, de vous aider à couvrir les frais en fait les frais de traitement, les frais de soins médicaux. La question qui va également vous être posée dans le cadre administratif, ça va être votre situation familiale. On va vous demander en fait si vous avez un conjoint, si vous êtes marié, pacsé, si vous avez des enfants, avec qui vous vivez. Voilà, c'est pas de la simple curiosité en fait, c'est aussi pour la protection des gens avec qui vous vivez. Dans le simple cas où certaines maladies contagieuses en fait, il faut traiter également les gens avec qui vous vivez, sinon ça ne s'arrête pas. Je veux dire, prendre l'exemple simple d'époux, si vous avez quelqu'un dans votre famille avec qui vous habitez qui a l'époux, vous savez qu'il faut traiter tout le monde. Voilà. Et pour la tuberculose, par exemple, ça va être exactement la même chose. Il faut traiter tous les gens avec qui vous avez été en contact. Il faut faire des déclarations en santé publique. Il faut déclarer. Donc, il faut savoir exactement avec qui vous vivez. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, il peut arriver qu'on pense qu'à noter ses enfants ou son conjoint et qu'on oublie, par exemple, la petite nièce qui est venue pour 2 semaines à la maison ou le petit cousin qu'on ne mentionne pas forcément et qui, s'il n'est pas mentionné, peut ne pas être concerné par le traitement, en fait. Voilà. On va également vous poser la question dans le cadre administratif aussi, dans l'étape administrative, sur votre profession. Est-ce que vous êtes en activité? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous êtes à la retraite? Ces questions peuvent notamment aider
parce que dans certaines pathologies, on sait qu'elles sont favorisées par certaines professions, ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Pour vous donner un simple exemple, on a le syndrome du canal carpien. En fait, c'est une maladie qui a un rapport avec la compression d'un nerf au niveau du poignet, c'est le nerf médian. Et en fait, ce nerf au niveau du poignet, en fait, peut être comprimé dans certains mouvements de flexion du poignet qui sont répétés. Et qui vont entraîner en fait un engourdissement, des picotements, un fourmillement des 3 premiers doigts de la main et de la moitié du 4e. Et en fait, cet engourdissement peut être handicapant. Et on peut le voir, par exemple, dans certaines professions, comme les coiffeurs ou les boulangers. Donc, en fait, demander votre profession, c'est aussi pour pouvoir mieux vous aider et à comprendre certains symptômes que vous allez pouvoir peut-être présenter et qui seraient peut-être en rapport avec votre profession. Voilà. Donc, ça va être une étape importante de l'étape administrative. Dans un deuxième temps, le médecin va vous poser donc la question sur les médecins en fait qui vous suivent. C'est-à-dire que vous avez un médecin traitant, référent, médecin de famille, faudra noter ses coordonnées. Et sur les coordonnées postales par mail, parce que les médecins ils ont besoin de correspondre entre eux, de se transmettre des courriers pour pouvoir communiquer sur ce qui se passe, ce que vous avez, etc. Donc c'est important de donner votre médecin, le nom d'un médecin qui vous suit pour une maladie particulière, afin qu'on puisse organiser ce réseau médical en fait. Une autre chose qui peut vous être demandée également, donc c'est de donner les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. Parce que malheureusement, il peut nous arriver tout, hein, c'est la vie. Et faudrait, si vous arrive quelque chose, de pouvoir contacter quelqu'un en cas d'urgence. Donc on va vous demander les coordonnées de quelqu'un à contacter en cas d'urgence qu'il faudra donner. Voilà. J'ai appris récemment que en fait dans certains téléphones, il est possible en fait d'enregistrer le numéro d'une personne à contacter en cas d'urgence dans les numéros d'urgence. Et qu'en fait ce numéro d'urgence en fait est accessible à l'absence de votre code de verrouillage de téléphone. Donc je trouve que c'est assez c'est quelque chose de très bien, parce que si on ne sait pas dans la rue, on peut récupérer votre téléphone, on peut appeler quelqu'un sans forcément nécessiter votre code téléphonique. Donc ça c'est très bien, enfin pour moi. Voilà. De votre côté, ce que vous pouvez faire par rapport à tous ces données administratives, c'est bien sûr les actualiser, donc les mettre à jour. C'est-à-dire que il faudrait toujours, si vous changez de numéro de téléphone, l'adresse, faudra le signaler. Et puis il ne faut pas le signaler qu'au médecin, mais à toutes les administrations pour pouvoir être joignable et pouvoir communiquer. Voilà. Donc vraiment, ça va être ça. Donner quelqu'un à joindre en cas d'urgence. Et puis aussi actualiser vos données de situation familiale, c'est des modifications, il faut le signaler pour qu'on puisse le modifier. Voilà. Ça, c'est pour la question administrative. Maintenant, la deuxième étape, ça va être l'étape des symptômes. Parce que le médecin va vous demander, en fait, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous amène. Ça peut être un mal de tête, un mal de ventre, ça peut être une douleur, ça peut être une masse. Donc, il faudra lui détailler tout ça. Et puis n'hésitez pas à dire en fait si vous avez l'impression que c'est en fait s'il y a un caractère cyclique, enfin, que c'est tous les mois ou c'est tous les 2 jours. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont autour de vous qui ont les mêmes symptômes? Est-ce que ça a été déclenché par quelque chose, par un effort, par peut-être que une mauvaise nouvelle qui a déclenché les symptômes? Vraiment, n'hésitez pas à dire le maximum que vous pouvez en fait. Parce que il y a des douleurs aussi qu'on appelle des douleurs projetées. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir mal à un endroit du corps, mais en fait, ça va signaler qu'il y a un problème dans un autre endroit du corps. Je vais prendre un exemple simple, c'est l'exemple du genou.
Au niveau du genou, en fait, vous avez des fois des douleurs du genou qui sont en direct rapport avec des douleurs de la hanche, en fait. Donc, vous vous persuadez que vous avez une douleur du genou. Vous allez donc aller chez le médecin et puis vous concentrer sur la douleur du genou. Quand est-ce qu'elle a lieu? Est-ce que c'est quand vous marchez? Est-ce que c'est quand vous dormez, etc. Et vous allez dire, voilà, moi, mon problème, c'est le genou. Donc, vous allez vous concentrer sur pour décrire tous ces symptômes. Et vous n'allez pas parler du petit craquement de la hanche que vous aviez eu il y a quelques mois, etc. Qui peut signifier effectivement que le problème se situe au niveau de la hanche. Donc, c'est pour ça que je dis, soyez le plus précis possible dans la mesure de vos possibilités, évidemment. Donc, ensuite... il y a une autre étape qui va être l'étape de l'histoire personnelle, les antécédents, le mode de vie. Voilà. Les antécédents, le médecin va vous demander si vous êtes suivi pour une maladie particulière, est-ce que vous êtes suivi pour un diabète, une hypertension, un cholestérol, est-ce que vous avez été hospitalisé récemment, pour quelles raisons, voilà, il va vous poser des questions sur vos antécédents personnels. Il va également vous poser des questions sur vos antécédents familiaux. Est-ce que dans la famille, il y a des maladies particulières qui se transmettent ou pas? Est-ce qu'il y a la tension? Est-ce qu'il y a le diabète? Est-ce qu'il y a le cholestérol? Les problèmes de thyroïde? Les problèmes de reins? Il peut vous poser toutes ces questions-là. Il peut aussi voir s'il y a des maladies héréditaires. Hein. Par exemple, dans certains continents, notamment le continent africain, on a une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose et qui en fait touche quand même pas mal de monde. Et donc il y a un dépistage accru qui est fait, un dépistage qui est fait de cette maladie héréditaire. Donc on peut vous demander si vous avez des personnes dans votre famille qui sont atteintes de la maladie. Voilà. Et tout ça, c'est pas juste par simple curiosité, c'est parce que si vous avez une maladie héréditaire, vous pouvez la transmettre à votre descendance. Donc, il faudra organiser, si vous avez déjà des enfants, un dépistage, ça dépend de la maladie. Et il faudra peut-être même des fois voir au niveau de vos parents. Voilà. Parce que vous avez une maladie qui peut en fait révéler un problème aussi au niveau de vos parents, qui n'a pas forcément été dépisté avant. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de dire toutes les maladies que vous avez dans la famille, même celles que vous pensez pas importantes. Si vous avez l'impression que dans votre famille les gens ils ont tendance à mourir à un âge 40 ou 50 ans, ils ont tendance à mourir jeunes, il faut le dire. Parce que ça peut aussi être une maladie qui entraîne ces décès un peu prématurés. On va vous poser également la question sur vos antécédents en fait obstétricaux. Si vous êtes une femme, on va vous demander si vous avez toujours vos règles, si vos cycles sont réguliers, si vous êtes plutôt à la ménopause, si vous avez des grossesses, des enfants, si vous avez dû interrompre vos grossesses, pour quelles raisons, etc. Donc, est-ce que vous avez des fibromes dans la famille? Est-ce qu'il y a des fibromes, de l'endométriose? Voilà. Est-ce que vous prenez une contraception? Donc voilà, ça c'est des questions qui peuvent être posées dans le cadre de l'examen antécédent obstétrical. On peut vous parler aussi des antécédents chirurgicaux. Est-ce que vous avez déjà été opéré dans votre vie ou est-ce que ça s'était bien passé et tout ça? Donc ça peut être une opération, une fracture, ça peut être l'appendice qui a été opéré, ça peut être voilà une tumeur qui a été opérée, bénigne, maligne, même voilà. Donc ce sont ce qu'on appelle les antécédents en fait, les antécédents chirurgicaux. Le médecin va également vous parler de votre mode de vie. Le médecin va vous parler de votre mode de vie parce que votre mode de vie peut déterminer en fait, peut avoir, excusez-moi, un rôle important dans votre santé. Le mode de vie, on peut commencer aussi à parler des allergies. Dans le mode de vie, il peut vous poser la question sur les allergies. Donc je vais reprendre ce que c'est en fait une allergie. En gros, une allergie, c'est une réaction en fait à un allergène. Un allergène, ça peut être une molécule, une substance qui peut se situer n'importe où, que ce soit dans l'air, ça peut être dans l'eau, à travers les piqûres d'un animal ou d'un insecte. Ça peut vous être injecté, vous pouvez l'ingérer. Et tout ça peut entraîner ce qu'on appelle une réaction allergique, qui est une réaction en fait qui est excessive et démesurée face à un allergène.
Et en fait, qu'est-ce que ça peut donner comme symptôme de façon très pratique? Ça peut vous donner une rhinite, des fois les rhumes de foin, ça peut vous donner une conjonctivite, les yeux qui sont rouges, qui piquent, ça peut vous donner une démangeaison sur la peau, une rougeur, un urticaire, ça peut aller un peu plus loin, vous donner un œdème de coinque, avec un œdème des paupières, des lèvres, de façon plus grave, peut-être un œdème des cordes vocales du larynx. Donc avec possibilité malheureusement d'avoir des difficultés à respirer, on peut aller même jusqu'à l'état de choc, ça peut tomber et tout. Voilà, donc ça, l'allergie a vraiment beaucoup de... Les symptômes sont assez variables et plus ou moins graves. Voilà. Donc l'idée ici, quand on vous demande vos allergies, c'est de ne plus vous exposer donc à l'allergène et peut-être même d'aller plus loin avec des tests pour être vraiment identifier l'allergène. Parce que le problème de l'allergie, c'est que quand vous avez une allergie, même si vous avez une réaction au départ qui est peut-être modérée, elle peut être mortelle après. Donc il faut éviter de vous exposer à un allergène d'où l'intérêt. Donc l'allergène, ça peut être quoi? Comme je disais tout à l'heure, ça peut être donc un aliment. Des fois, il y a des gens qui sont allergiques aux huîtres. Ça peut être des médicaments, par exemple des antibiotiques, la pénicilline. Certaines personnes sont allergiques à la pénicilline. Ça peut être également en fait un produit, et ça c'est tout petit peu moins connu, je pense, un produit qu'on vous injecte, notamment lorsque vous faites des examens d'imagerie. Vous pouvez bénéficier d'une injection de produits de contraste iodé ou d'autres produits de contraste. Et en fait, cette injection-là, à la suite de l'injection, vous pouvez avoir des symptômes qui se manifestent. Et les symptômes que je viens de citer. Et donc, en fait, il faut le signaler, bien sûr. Généralement, vous avez peut-être bénéficié d'une prise de sang pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout dépend de la réaction que vous avez eue. Mais essayez, en tout cas pour vous, de noter le produit qui vous a été injecté. Si c'est le cas de l'imagerie au niveau de l'iode, c'est un produit contraste iodé, vous notez le produit qui vous a été injecté. Tout simplement parce que c'est conservé dans les archives de la structure où vous avez été hospitalisé, où vous avez eu l'injection. Mais si vous déménagez et que ça se passe dans 10 ans, vous n'allez peut-être pas forcément vous en souvenir. Donc il faut le noter quelque part. C'est vraiment très important parce que on peut effectivement ensuite vous donner un autre produit de contraste qui est complètement bien, et vous allez pouvoir bénéficier d'un examen qui est peut-être nécessaire à votre diagnostic. Voilà, ce serait dommage de ne pas pouvoir bénéficier d'un examen parce que vous ne pouvez pas avoir d'injection au produit de contraste parce qu'on ne sait pas le produit de contraste qui vous a été injecté il y a quelques années, etc. Donc c'est vraiment important de vraiment noter. Voilà. Donc ça c'est pour les allergies, c'est assez important comme vous l'avez dit. Il faut donc reprendre un médicament auquel on a fait une réaction, en tout cas sans avoir vu un médecin spécialisé. Après ce gros paragraphe d'allergie, je vais parler du mode de vie. Depuis quelque temps sur les vidéos j'en parle beaucoup. Le médecin va vous demander comment vous vivez. Est-ce que vous êtes sédentaire? Est-ce que vous avez de l'activité physique? Est-ce que vous avez des addictions, tabac, alcool ou autres substances L'idée c'est pas vraiment de vous juger. Si on vous pose ces questions-là, c'est parce que ça peut vous amener dans comment dire, dans un certain groupe à risque, et donc il faut le savoir, il faut être accompagné. Vraiment l'idée c'est pas du tout de vous juger, c'est de vous accompagner, de vous aider. Donc il faut le signaler. Si vous avez une addiction, il faut le signaler. Vous savez que le mode de vie sain, c'est très important. C'est très important pour avoir une bonne santé. Dans les autres vidéos, on avait parlé par exemple de l'athérome, pour vous donner un simple exemple. De l'athérome en fait qui abîmait les artères et qui peut entraîner des AVC, mais qui entraîne aussi des infarctus, des attaques au niveau du cœur. Voilà. Et le médecin, par exemple, si vous êtes hypertendu, vous êtes tabagique, vous avez du diabète, du surpoids, que vous faites, je sais pas, un déficit ou une douleur au niveau du cœur, ben écoutez, on va peut-être plus faire attention. Parce qu'on sait que vous êtes dans un groupe à risque qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire. Voilà. Le fait de savoir en fait où vous êtes situé, c'est-à-dire vos antécédents personnels, familiaux, votre mode de vie, des éventuelles allergies, ça vous place dans un groupe à risque.
Voilà, je viens de le dire, ça vous place dans un groupe à risque. Et c'est important parce que si on sait que vous êtes à risque de faire une maladie, on va plus être à même d'agir dessus avec des stratégies de prévention qui vont être plus importantes et plus ciblées en fonction de votre risque. C'est-à-dire, là, je vous dis, voilà, il y a une alimentation saine, activité physique, etc. Mais là, si vraiment vous avez des épisodes et on voit que ça commence à aller loin, là, on va vous accompagner de façon peut-être plus ferme pour un régime alimentaire plus équilibré, pour une activité sportive. Voilà. Tout dépendra évidemment des moyens de la structure dans laquelle, dans laquelle vous êtes et des moyens du pays dans lequel vous êtes. Voilà. Donc les stratégies de santé ne seront pas les mêmes. Voilà, donc on a abordé en fait plusieurs points du questionnaire médical. Dans une deuxième vidéo, parce que là ça fait déjà 20 minutes que je parle, dans une prochaine vidéo, on va aborder en fait l'examen médical en lui-même. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Au revoir.